Donc j'ai commencé par un petit rappel sur l'histoire du séquençage pour le génome humain, hein. Ça débute il y a une quarantaine d'années par les premières méthodes mises au point pour séquencer le génome, donc aux États-Unis par Maxam et Gilbert, et puis en Angleterre par Sanger. Donc ces méthodes de séquençage, elles permettaient de séquencer 800 bases en 5 jours. Donc le génome humain, 3 milliards de bases, vous voyez que ça ne laissait pas envisager possibilité de faire un séquençage complet du génome humain. Mais c'était quand même une avancée technologique importante, qui a valu d'ailleurs à ses auteurs un prix Nobel en 80. Et dans les 10 ans qu'on suivi, il y a eu pas mal de développements, surtout autour de la méthode de Sanger, pour l'automatiser et rendre possible le séquençage de 500 000 bases en une journée. Donc là, ça a laissé envisager finalement peut-être qu'on pourra arriver à séquencer l'ensemble du génome humain. Ce qui était prévu, c'était de le faire en une quinzaine d'années, en divisant le travail. Donc c'était un projet international avec des équipes donc, partout dans le monde. Chacun a pris un chromosome. Donc en France, c'était le chromosome 14. Et ça a donné lieu donc, à une première séquence qui a été faite un peu avant, parce que ça a mis 13 ans. Mais ça a coûté 3 milliards de dollars, un petit peu moins de 3 milliards, mais enfin ça fait quasiment $1 la base. Donc vous voyez que ce n'est pas envisagé de faire ça à des échelles de population entière. Sauf qu'ensuite, il y a eu pas mal de développements qui ont été faits avec notamment les nanotechnologies et la miniaturisation. Et puis aujourd'hui, on a la possibilité de faire du séquençage nouvelle génération avec un génome qui est fait en quelques heures, un coût de l'ordre de 1000 euros. Donc ça laisse la possibilité de le faire effectivement à l'échelle de populations plus importantes. Alors, pourquoi c'est intéressant de passer à ces technologies de séquençage du génome? C'est parce qu'en fait, on va voir toutes les variations qui sont présentes dans le génome d'un individu, ce qui n'était pas le cas auparavant quand on travaillait avec des puces de SNP, puisqu'on regardait que les endroits du génome, on savait qu'il y avait des variants qui avaient déjà été vus quelque part, alors que là, on va avoir une image plus complète. Donc ça ouvre des perspectives à la fois sur le soin, donc on a vu possibilité de faire de la médecine génomique, et d'ailleurs donc en France, il y a le plan France médecine génomique qui vise à introduire ce séquençage dans la pratique clinique pour aider au diagnostic de certaines pathologies. Et ça ouvre également de nouvelles perspectives pour la recherche, et notamment quand on ne s'intéresse pas qu'aux maladies monogéniques, mais à des maladies dans lesquelles il y a des facteurs génétiques qui peuvent conférer une susceptibilité sans être des facteurs nécessaires et suffisants. Et donc là, jusqu'à présent, ces facteurs-là, on imaginait plutôt que c'était des variants assez fréquents qu'on aurait pu voir avec les puces de SNP, donc quand on faisait du génotypage. Mais là, avec le séquençage, on va pouvoir aussi étudier des variants plus rares, donc avoir une idée, explorer l'architecture des maladies complexes de manière un peu plus poussée et en étudiant d'autres modèles génétiques. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, donc en fait on séquence, on a un échantillon biologique qui peut être un échantillon de sang, de salive ou n'importe quel tissu, et puis on va séquencer. Donc là, et c'est à partir de ce moment-là, le séquenceur va transformer finalement l'information, les données biologiques en une information numérique, puisqu'en sortie, on va avoir une séquence qui est dans un fichier qu'on appelle un fichier FASTQ. Et ensuite, il y a toute une étape de processing de ces données-là pour aller vers des données qu'on va pouvoir exploiter, mais qui vont rester quand même des données pas si faciles à exploiter. Donc ça, c'était pour montrer un petit peu les différentes étapes qui nécessitent beaucoup de contrôle qualité, de faire des choix aussi sur qu'est-ce qu'on va considérer comme un bon variant. Donc il y a beaucoup de seuils. Donc là, c'est les bioinformaticiens qui ont chacun un peu développé leur pipeline, mais il y a des recommandations. Et donc on aboutit, nous, on travaille après sur un fichier qui est comme celui-là, qui est le fichier VCF, pour Variant Calling Format, et qui va nous donner l'information qu'on peut avoir sur les variants qui sont présents chez un individu ou plusieurs individus quand on a un fichier avec plusieurs individus. Donc ici, il y a 2 échantillons et on a les génotypes des individus avec tout un tas d'autres informations, et notamment des informations qu'on peut avoir dans ce champ-là. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, mais qui vont pouvoir nous aider à dire, ce variant, il est intéressant ou pas, est-ce qu'on a confiance? Et puis, en fait, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir besoin de faire un certain nombre de filtres pour garder les variants les plus intéressants. Alors, j'ai voulu d'abord présenter un petit peu
qu'est-ce qu'on fait en pratique quand on travaille sur le diagnostic des maladies ou sur la recherche d'associations dans les maladies complexes? Parce qu'on va traiter les données un petit peu différemment. Donc, quand on travaille dans l'idée d'un diagnostic de maladie génétique, là, on va faire réellement une analyse individuelle du génome du patient qu'on étudie pour essayer d'identifier le variant causal dans le génome de l'individu. Alors que quand on travaille sur les maladies complexes, c'est plutôt une analyse populationnelle qu'on va réaliser, où on va comparer les génomes de malades et de témoins sans les regarder nécessairement individuellement, mais pour rechercher s'il y a un enrichissement en variants dans un gène particulier. Donc ce ne sera pas nécessairement le même variant chez tous les individus. Et ça va nécessiter en fait, de filtrer les variants, parce que quand on séquence le génome d'un individu, on va trouver à peu près 4 millions de variations. C'est-à-dire quel million d'endroits sur la séquence de l'individu où il va avoir un allèle donc qui est différent, enfin donc une base qui est différente de celle du génome de référence humain. Donc 4 millions, c'est beaucoup. Et donc, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir faire des analyses comme celle qu'a présentée Manolis sur l'ensemble de ces variants. Donc, il va falloir vraiment essayer d'identifier ceux qui sont le plus intéressants. Et pour ce faire, un premier filtre qu'on va faire, c'est dire, bon, on va éliminer des variants qui sont fréquents dans la population générale, puisque ça ne va pas être compatible avec l'idée qu'ils puissent jouer notamment dans une maladie rare. Et puis pour les maladies plus complexes, on va aussi avoir des fils de fréquence. On ne va pas utiliser les mêmes types de méthodes d'analyse selon cette fréquence. Et alors pour avoir ces données de fréquence en population générale, il existe un certain nombre de bases de données publiques. Alors là, j'en ai listé 4. Qui sont des projets internationaux ou des projets américains qui ont été mis en place pour justement donner un accès à des références de fréquences en population. Donc je vais pas vous les décrire tous, mais vous verrez, je vous parlerai de 1000 génomes à un moment, parce que j'ai comparé nos données avec 1000 génomes. Et puis, je vous parlerai aussi de ces projets du Broad Institute sur d'abord des exomes. Alors, l'exome, c'est uniquement la partie codante du génome. Donc, c'est à peu près 2% qu'on séquence dans ce cadre-là. Et puis, la dernière base qui est la plus importante et celle qui est le plus utilisée aujourd'hui, c'est cette base qui s'appelle NOMAD, où là, il y a 120 000 exomes qui sont disponibles et 15 000 génomes complets sur différentes populations à travers le monde. Et il y a pas mal de données européennes, mais en fait, ce sont des Américains d'origine européenne. Donc, en fait, essentiellement, ça représente assez bien la diversité génétique du nord et du sud de l'Europe, mais il y a très peu de données françaises, en fait, dans ces bases. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit, bon, est-ce que ça va poser un problème? Alors, on pouvait s'en douter que ça allait peut-être pas être très efficace pour filtrer les génomes de patients français, pour la raison suivante. Alors ça, c'est une étude qu'on avait réalisée en 2008 avec le Centre national de génotypage, où on avait génotypé, donc avec des puces de SNP, 6000 individus provenant de 12 populations européennes. Et sur ces données-là, ce qui a été fait ici, c'est une analyse en composantes principales. Donc on extrait les axes de variation maximum sur ces données, de manière à voir finalement ce qui se passe. Donc c'est une sorte de projection. On avait 120 000 variables, donc qui sont des marqueurs bialléliques, et on va projeter ces données sur un plan à 2 dimensions. On va regarder comment elles se projettent. Donc, on n'utilise que l'information génétique pour faire ça, et après, on met une couleur qui dépend du pays où les individus ont été échantillonnés. Donc ici, en marron, c'est les données russes, par exemple, et puis ici, on a la France, c'était les croix rouges ici, et l'Espagne ici. Donc on voit qu'en fait, déjà sur ces variants qui sont plus fréquents, on voit des différences en fonction de l'origine en Europe. Et alors après, ce qui était assez joli, que je montre souvent, c'est que si on fait tourner cette carte et qu'on la projette sur la carte de l'Europe, on voit que ça représente assez bien la géographie aussi. Donc on n'était pas les seuls à avoir montré ça. Il y a eu plusieurs papiers à ce moment-là qui montraient la même chose, donc qui était que finalement la génétique est une sorte de miroir de la géographie. Et ce que ça indique, c'est que finalement, il y a une partie de la diversité qui s'explique par un isolement par la distance. Et puis, effectivement, les gens qui sont dans le même pays se ressemblent un peu plus que ceux qui sont dans d'autres pays. Mais ça, surtout, ce qui était important, c'est que ça montrait que si on a des données, par exemple, on veut faire une étude cas témoin, on a des données françaises, donc ici,
et que finalement, donc c'est des patients français et qu'on compare avec des témoins russes, et ben on va avoir tout un tas de variants qui vont ressortir, mais qui seront juste des variants qui montrent, qui sont corrélés à la géographie et pas à la pathologie. Donc il fallait être sûr qu'on puisse s'affranchir de ça. Donc ça nous a conduit, avec Jean-François Deleuze, donc, qui dirige le CNRGH, et puis Richard Redon, qui dirige l'Institut du thorax, à lancer, il y a quelques années déjà, plusieurs projets pour mettre en place des panels de référence pour avoir des données françaises, des données de séquençage issues d'individus français. Et donc on a plusieurs projets qui ont été mis en place. Le premier projet concernait juste les exomes, où on a séquencé 574 exomes provenant d'individus échantillonnés dans 6 régions françaises. Ensuite, il y a eu des projets plus régionaux, donc par l'Institut du thorax, pour mettre en place une population de référence du Grand Ouest, qui a été séquencée avec d'autres individus d'une cohorte nationale française, qui est la cohorte Gazelle, dans le cadre du LABEC GenMed, avec un projet qui est donc le projet France GenRef. Et enfin, aujourd'hui, on envisage d'étendre ces études à plus de régions françaises, parce que vous verrez qu'on ne couvre pas encore tout, par le projet pilote PopGen du plan France Médecine Génomique, où on va séquencer 4000 individus, d'une cohorte aussi nationale, qui est la cohorte Constance. Donc pour vous montrer ce que je disais, donc on a commencé par se dire, bon ben voilà, on va comparer les données du projet FREX, donc les 574 exomes, provenant d'individus échantillonnés dans 6 régions françaises, par rapport à des données qu'on avait dans les bases de données que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors là, on a comparé à la première base de données 1000 génomes, puisque c'est la seule où on peut avoir des génomes individuels. Dans les autres cas, c'est des données agrégées de fréquences. Et on a réalisé la même chose que tout à l'heure, une analyse en composantes principales pour voir où se situaient nos données. Donc ici, en fait, dans une sorte de trou qu'il y a entre l'Europe du Sud, représentée par l'Italie et l'Espagne dans 1000 génomes, et puis l'Europe du Nord, qui est plutôt la Grande-Bretagne. Donc vous voyez qu'effectivement, on voit que ça se place comme on pouvait s'y attendre avec la géographie. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que, donc, comme je le disais, on a des données provenant de 6 régions françaises, donc qui sont Bordeaux, Brest, Dijon, enfin donc je donne les villes en fait de recrutement, donc Bordeaux, Brest, Dijon, Lille, Nantes et Rouen. Et donc de la même manière, on voit que finalement les individus qui viennent d'une de ces régions-là se ressemblent un petit peu plus que ceux qui sont plus éloignés. Hein. Et donc ça montre aussi que cette stratification génétique qu'on voyait à l'échelle de l'Europe, elle existe en fait à tous les niveaux et même à une échelle fine qui est juste l'échelle régionale. Donc pareil, hein, je vais faire la même chose, montrer que ça représente assez bien la géographie française, hein, parce que là on retrouve nos données du Finistère. On avait les données de la région de Bordeaux, Dijon qui est là, Lille ici, on doit avoir Rouen en bleu clair et puis Nantes en bleu foncé. Donc ça nous a conforté dans cette idée qu'il fallait qu'on poursuive ces projets. On a comparé aussi ces données aux autres bases de données qui sont plus importantes, où il y a du séquençage d'exomes et de génomes complets. Et on s'est aperçu qu'on avait un certain nombre de variants qu'on trouvait dans nos données et qui n'étaient pas présents dans ces bases de données. Donc c'était à peu près 20% des variants qui n'étaient pas présents dans la première base de données d'exomes seulement. Et l'autre base, qui est la plus grande, celle que j'ai mentionnée, qui est Nomade, en fait, on a 10% de variants qui sont absents de Nomade. Et en fait, ce qui était aussi assez marquant, c'est que ces variants, bon, c'est souvent des variants qui sont relativement plus rares, en fait, que le reste, mais aussi, c'est des variants qui ont des effets qui semblent plus importants sur la fonctionnalité des protéines. Donc c'est important finalement de pouvoir en disposer. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, on va utiliser ces données dans un premier temps pour filtrer les données de génome ou d'exome de patients, pour essayer de dire, est-ce qu'on a des variants qui sont présents à des fréquences assez élevées en population générale et qui ne seraient pas intéressants de poursuivre dans des tests fonctionnels. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu voir ce que pouvait apporter notre base de données FREX pour interpréter les données NGS de patients. Donc on a pris des données de 10 patients qui avaient eu un séquençage d'exomes,
donc qui a été réalisé pour un autre projet, puisqu'on ne voulait pas que ça soit la même plateforme de séquençage qui soit utilisée aussi, pour éviter des effets plateforme. Et on a regardé en fait combien de variants il restait dans ces exomes quand on filtrait en éliminant tous ceux qu'on avait vus dans une des bases de données publiques que j'ai décrites là, et ensuite en ajoutant Frex. Donc ça, c'est les chiffres ici, c'est la médiane sur ces 10 exomes. Donc on voit que si on prend tous les variants trouvés dans l'exome d'un individu, on va avoir environ 100 000 variants. C'est des exomes un peu étendus. Et si on élimine ceux qu'on a vus dans des bases de données, il en reste 5 000. Et ensuite, si on élimine ceux qu'on a vus aussi dans Frex, il en reste 2 000. Et alors, j'attire votre attention sur la dernière ligne là, puisque c'est des variants faux sens, donc qui changent la protéine. Donc on passe de environ 6 500 à 56 et à 30. Donc on divise quasiment par 2 en ajoutant juste 574 exomes, alors que là, on avait plus de 100 000 exomes. Donc ça montre effectivement l'intérêt aussi d'avoir des données qui sont mieux appariées sur l'origine géographique. Donc là, on a également utilisé ces données pour réaliser des études d'association, comme je vous disais, chercher des facteurs génétiques impliqués dans les maladies. Donc ça a servi sur la maladie d'Alzheimer, ça a permis d'identifier des variants rares dans un gène qui est SORL1. Donc on a utilisé nos témoins, on a pu l'utiliser aussi dans d'autres projets, comme ici sur le Moya-Moya. Et maintenant, en fait, on travaille sur des données génome complet, où là, on va avoir un peu plus, des échantillons un peu plus gros. On a 856 génomes complets qui ont été réalisés, avec des individus qui proviennent de différentes régions françaises, mais on en a beaucoup sur la Bretagne, comme vous pouvez le voir ici, sans doute un peu biaisé par l'endroit où on travaille. Mais, et puis, alors, ce que j'avais mis aussi, c'était les tailles des fichiers, pour vous rendre compte aussi de la masse de données que ça représente. On a 95 Tera sur l'ensemble des BAM de ce. Donc je vais passer assez vite ici sur comment, avec ces données-là, on voit. Donc ce qu'on trouve sur ces données-là, si peut-être quand même vous donner, c'est qu'en moyenne, un individu va avoir 4 500 000 variants, donc 14 000 singletons. Et ce qu'on avait trouvé, c'est que quand on va vers la Bretagne, il y a un peu moins de singletons. Donc les singletons, c'est des variants qu'il est le seul à avoir, l'individu, donc qui ne sont pas partagés avec les autres individus de l'échantillon. Et on voit qu'on en a un petit peu moins sur les départements bretons. Donc ça c'était une carte en fonction des départements. Et pourquoi ? Ça montre en fait que dans ces régions-là, il y avait peut-être plus d'endogamie. Donc les gens, il y a moins d'allèles très, très rares. Donc là, c'était pour montrer aussi qu'avec ces données de séquençage génome complet, on arrive à identifier des stratifications beaucoup plus fines que ce qu'on voyait avant, puisque là, on est même à l'échelle sous-régionale. Donc si on se focalise, donc les couleurs ici, ça a été fait uniquement faire des groupes d'individus à partir des données génétiques et voir ensuite d'où ces individus venaient, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans ce projet-là, on a l'information sur les lieux de naissance des 4 grands-parents des individus. Donc là, et on a pris des individus dont les 4 grands-parents étaient nés dans une zone géographique restreinte, en fait, pas plus de 30 km entre les lieux de naissance des 4 grands-parents. Donc ça nous permet d'avoir une idée de la diversité génétique en France au début du XXe siècle. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a une stratification beaucoup plus fine et on peut même... Bon, j'ai remis le Finistère. On peut même, à l'intérieur du Finistère, identifier les régions historiques. Le Léon, ici, la Cornouaille, là, et on voit même le pays Bigoudin. Voilà. Alors, pour finir, je voudrais vous parler aussi de ces projets. Comme vous voyez, en fait, ces projets, l'idée, au départ, c'était de mettre à disposition ces données pour servir de données témoins dans les études d'association qui seraient faites avec différentes pathologies. Donc on l'a fait avec nos collègues qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer. Mais aujourd'hui, en fait, on est sollicité par différents groupes. Souvent, du coup, on est obligé de faire les analyses parce que c'est difficile de partager des données de séquençage individuel avec beaucoup de laboratoires. Vous avez vu le volume de données, et puis aussi, c'est des données qui vont être des données sensibles, qui sont identifiantes. Donc, on a travaillé avec différents groupes pour identifier comment, en fait, partager ces données. Donc, on a d'abord partagé uniquement des données sur les fréquences. Donc, il y a un premier navigateur là, qui permet d'avoir les fréquences des variants qu'on a trouvés dans les exomes de Frex.
L'équivalent est en train de se mettre en place pour les whole génomes avec le CNRGH. Et là, on a l'information aussi sur éventuellement des différences de fréquence entre nos 6 régions françaises. Donc ça peut être intéressant. Parfois, je suis contactée par des gens qui ont fait un séquençage de patients et qui ont vu un variant. Ils savent que le variant vient de Bretagne. Ils disent, est-ce que ce variant-là, vous l'avez vu dans vos exomes ? Ensuite, on a voulu aller plus loin, parce que ce partage de données agrégées, ce n'est pas suffisant pour un certain nombre d'analyses. Donc, il faut trouver un moyen de partager les données individuelles sans compromettre la vie privée des volontaires qui ont donné leurs données. Donc, on a travaillé sur des solutions pour partager ces données, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet PrivGen, donc qui est piloté par Gwenou Quatrieux. Dans le cadre de ce projet, on a mis en place avec Thomas Ludwig, qui est un bioinformaticien qui travaille dans mon laboratoire, on a mis en place une plateforme d'analyse sécurisée. Donc on a un premier démonstrateur. L'idée, c'est qu'on va avoir sur un serveur nos données témoins qui seront cryptées, donc pas de possibilité non plus d'aller chercher des variants particuliers dans nos données. Le client, c'est quelqu'un qui dispose de données sur des patients, donc des données de séquence de patients. Il va également crypter ces données, les envoyer vers le serveur. Les comparaisons vont se faire sur ce serveur et il va récupérer un résultat crypté également, parce que ça ne donnera pas le moyen de voir quel gène il a trouvé associé à la pathologie. Donc ça, on a déjà effectivement testé et on travaille avec le serveur de calcul d'Atarmor, donc qui est un serveur de l'Ifremer, pour mettre en place et voir les possibilités de connexion à distance. Et pour finir, je voudrais donc mentionner, je l'ai dit au départ, qu'on travaille à l'extension de ces populations de témoins dans le cadre du projet pilote PopGen, donc qui vise à augmenter le panel. On va s'appuyer sur la cohorte Constance. Donc Constance, c'est une cohorte de 200 000 individus qui sont recrutés un peu partout en France. Donc on a envoyé aux 200 000 volontaires de Constance, avec l'équipe de coordination de Constance, un questionnaire sur les lieux de naissance de leurs parents et grands-parents. On va travailler, on est en train de travailler à la saisie et à l'analyse de ces résultats avec de la géolocalisation, de manière à pouvoir identifier des individus dont les 4 grands-parents sont nés aussi dans certaines régions françaises, alors en évitant aussi celles qu'on a déjà bien couvertes. On a le même protocole de recrutement que celui qu'on a eu dans le cadre du LabEx GenMed. On va sélectionner 15 000 volontaires à partir de là, auxquels on enverra des kits salivaires. Et sur ces kits salivaires, on espère en récupérer au moins 10 000 pour réaliser d'abord un génotypage, puis un séquençage de 4 000 individus. Donc on a fait un pré-pilote pour voir si on a un bon rendement avec les kits salivaires pour faire du génome complet, puisque ça n'avait pas été beaucoup étudié. Donc on a fait 50 génomes complets à partir d'échantillons salivaires. Et ce qui est intéressant, on parlait de microbiome tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi récupérer l'information sur le microbiome salivaire sur ces données-là. Et on a montré qu'effectivement, on avait une bonne information. Et ce projet PopGen, il est adossé également à un programme transversal de l'INSERM sur la variabilité génomique, le projet GOLD, qui vise à exploiter les données de séquence du projet PopGen pour étudier l'impact des variants génétiques sur la santé, puisque dans la cohorte Constance, avec la cohorte Constance, on dispose d'énormément d'informations sur des données phénotypiques. Il y a des questionnaires qui sont envoyés aux volontaires chaque année. Il y a un examen de santé. Et donc le projet GOLD, qui regroupe 17 équipes aujourd'hui, vise à justement travailler sur comment interroger, mettre en lien les données génétiques et les données phénotypiques. Et donc, il y a des équipes qui sont à la fois en génétique fonctionnelle, génétique épidémiologique, épidémiologie, et puis des bioinformaticiens. Et on espère mettre en place une plateforme pour assurer l'interopérabilité entre la base de données Constance et la base des données génétiques. Voilà, j'en ai fini et je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à cette étude, parce que comme... Merci beaucoup, Emmanuel Génin. On a le temps peut-être de prendre une intervention, une question, quelqu'un là-bas. Merci. Est-ce qu'on a des données épidémiologiques sur des différences de fréquence de maladies en fonction des régions en France par l'assurance maladie ?
Alors, il y en a un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Mais effectivement, l'idée qu'on avait aussi au départ de ces projets, mais qu'on va sans doute poursuivre, mais on n'a pas pu, c'était de mettre en lien nos données génétiques où on n'a pas forcément d'informations phénotypiques avec des données sur les prévalences de différentes pathologies sur les régions françaises. Donc on est en train de regarder ça. Alors après, c'est un peu compliqué parce que bon, s'il y a des registres, ça va parce que les cas sont... Après, le problème, ça va être éventuellement des régions où il y a des médecins qui diagnostiquent plus telle ou telle pathologie. Donc, il faut faire attention à tous ces problèmes d'être sûr aussi des sources de données. Mais effectivement, c'était une idée de faire aussi de l'épidémiologie géographique en lien avec ça pour essayer d'identifier éventuellement des régions où on voit des clusters de certaines pathologies et des clusters de variants génétiques. Et lancer des projets à ce moment-là, ciblés sur ces régions. Ah, vous avez compris qu'on manque un peu de temps, je suis désolé. On ne va pas prendre la question de monsieur, ou alors vraiment très rapide, monsieur. Bravo pour tous ces projets qui sont menés sur des mutations qui sont ponctuelles. À votre connaissance, est-ce qu'il existe des projets similaires, mais qui sont focalisés sur des mutations beaucoup plus longues, qui sont les CNV, et qui quand même concernent 13% de notre génome ? Tout à fait. Alors c'est vrai que nous, on avait plus l'expertise sur les mutations ponctuelles, quoique dans l'équipe, il y a également, enfin dans le groupe, il y a également Richard Redon qui a beaucoup travaillé sur les CNV, donc c'est quelque chose qu'on veut faire aussi. Alors sur les exomes, c'est pas toujours très bon. Il y a eu il y a eu quand même un calling de CNV qui a été fait sur les données FREX et avec les données Alzheimer, où on a vu des CNV qui pouvaient être intéressants dans la maladie d'Alzheimer. On espère pouvoir aussi mettre à disposition une base de données des CNV sur les whole génomes qui sont... donc ça va être fait au CNRGH. Effectivement, il y a déjà eu quelques essais de faire, mais c'est effectivement le nettoyage des données qui est un petit peu plus long. Mais tout à fait, c'est important effectivement d'avoir les variants structuraux.